Bonsoir. Bonsoir. Vu le nombre de personnes présentes, à peu près une quarantaine, je vois que j'étais pas le seul à être impatient de pouvoir nous retrouver ce soir pour ce premier atelier de la saison, un atelier à livre ouvert avec toujours nos joyeuses libraires qui sont là. Et ce soir, notre invité qui va nous présenter son livre sera Éric Béru. Mais avant cela, ne ratons pas la sélection de lecture de nos libraires préférés du monde d'Uranie, Thérèse et Véronique, à qui je cède la parole. Bonsoir. Bonsoir Marc, bonsoir à Bonsoir Marc, tous. bonsoir à tous. On est ravis. Nous sommes ravis aussi de reprendre un peu le chemin des livres, comme Voilà. les écoliers. Donc ce soir, on vous a sélectionné 4 livres avec des nouveautés et puis des classiques. Et puis le premier livre qu'on va vous présenter avant l'échange avec notre invité de ce soir, Monsieur Béru, c'est un livre sur Mercure. Oui, alors un livre qui a été écrit par Ginette Blais, une Canadienne, justement alors je regarde, de Québec, qui est paru en 2018, donc il n'est pas tout récent, mais l'avantage de ce livre, c'est qu'il y a un prévisionnel de Mercure sur 30 années. Donc, c'est très intéressant parce que bien souvent, quand Mercure rétrograde, c'est exactement le titre, eh ben, c'est toujours la faute à Mercure, bien entendu. Hein. Quand tout va de travers, c'est la faute à Mercure. Donc, aux éditions La Semaine, c'est un petit livre qui est bien dense quand même, je vais vous dire le nombre de pages, de 125 pages. Et Ginette Blais, c'est une femme aux multiples talents. Elle pratique entre autres l'astrologie plutôt sidérale, c'est-à-dire la position des planètes plutôt suivant l'astronomie. Et en 1994, elle s'est perfectionnée en suivant une formation de base au Planétarium de Montréal. Ses interprétations sont intimement liées à l'astrologie traditionnelle. Elle donne des formations en développement personnel et des conférences. Alors, quand elle a écrit ce livre, c'était plutôt pour un livre pratique. Donc, ça se lit très, très facilement, il y a des mots simples. Alors, je vais bien entendu vous lire en lion et en vierge, puisque Mercure a rétrogradé cet été. Et d'ailleurs, il reviendra vraiment sur son degré effectif la veille du premier quartier de la lunaison vierge. Alors, est-ce que vous connaissez déjà Ginette Blais? Est-ce que vous en avez entendu parler? Alors, ça a été une des premières femmes au Québec, la première astrologue à établir des prévisions. Alors, elle fait aussi l'astrologie, la tarologie, la numérologie et l'interprétation des rêves. Alors, Mercure rétrograde dans le signe. Je vais prendre de la Vierge. Allez. Voilà. Alors, elle part. Alors, c'est vrai que vous ne voyez pas je ne sais pas si ça se voit. Voilà un peu la mise en page. Enlevez mon post-it, la mise en page pour vous rendre compte. Très aéré quand même. Si tu vois là. Voilà. Alors, elle donne d'abord les qualités des natifs de ce signe, donc perfectionnisme, puissance de travail et d'analyse. Puis ensuite, les défauts des natifs de ce signe, manque de confiance en soi, exigence et purisme à l'extrême. Et qu'est-ce que Mercure cherche à nous apprendre lorsqu'il rétrograde dans ce signe? Comment ne plus exister dans le regard des autres et défaire cette peur constante d'être jugé ou d'avoir tort? Voilà. Donc, elle dit que Mercure rétrograde s'organisera pour nous faire comprendre que les solutions que nous avons mises en place ne fonctionnent pas vraiment,
Bref, après avoir autant travaillé, n'obtenir que des piètres résultats n'est pas une situation facile à encaisser. En réalité, peut-être que la solution réside dans une prise de conscience qui n'a pas encore été faite. Il se pourrait aussi que la meilleure solution soit la dernière, que nous aurions voulu envisager. Il faut s'y résoudre et l'ego voit cela comme une défaite. C'est justement à cause de cela que Mercure rétrograde nous met devant ce fait, pour que nous cessions d'être aussi dépendants du regard des autres afin de reprendre notre propre pouvoir et notre puissance personnelle. Ce n'est pas une rétrogradation très jojo. Enfin, etc., etc. Mais c'était pour vous lire ce paragraphe pour que vous preniez sens des mots qu'elle utilise. Et donc son prix? Alors, son prix, c'est 12,90. Alors, nous est venue l'idée parce qu'on nous l'a redemandé cet été. Voilà. Et donc, on voulait vous le proposer. Vous en parlez. C'est un bouquin plutôt astrophile, plutôt astro-pointu. Oh non, c'est pour tout public. Franchement, tout le monde peut lire ce livre. Tout le monde. Alors, quelquefois, de revenir, je dirais, à des choses simples peut aussi, je dirais, alléger. Hein. Nous, on voit, c'est vrai que quand on refait des premières années, de revenir aux bases, quand on est très avancé en astrologie, c'est plus compliqué. Et là, elle amène, je dirais, une simplicité, une légèreté qui peut aussi, quand on est en contact de débutants, trouver le bon vocabulaire. Nous, c'est ce qu'on s'est rendu compte, en fait, compte avec tous les échanges qu'on a en librairie ou les remarques, c'est que revenir aux bases était quelquefois compliqué quand on pratiquait l'astrologie depuis longtemps. Donc, c'est, je dirais, le plus de ce livre. Alors, un format agréable en plus. Oui, oui, bon. Format. Alors là, on peut le prendre avec soi dans sa valise, dans sa poche. Il n'y a pas de souci. Dans son sac à dos, il n'y avait pas de souci. Et puis, il y a quand même, elle fait un petit clin d'œil, par exemple, entre Hermès et Mercure. Oui, voilà, elle fait des petits clins d'œil, mais assez simples. Ben, le clin d'œil, déjà, le fait qu'à partir du moment où une planète est rétrograde, c'est la faute à la planète. On fait n'importe quoi. Bon, déjà, c'est bien de remettre un petit peu l'église au milieu du village, quoi. Hein. Elles ont bon dos, les planètes. Hein. Elles ont bon dos, c'est ça. Et c'est dans ce sens qu'elle remet un peu le sens de Mercure et de dire, ben voilà, il faut plutôt aller s'écouter, s'observer quand Mercure est rétrograde. Voilà pour Mercure. Alors, le deuxième livre qu'on va vous présenter, moi je vais vous présenter une nouveauté. D'ailleurs, dans la dernière gazette de septembre, c'est 2 livres. Alors non, alors c'est Astrogénéalogie. Alors c'est Thérèse qui va continuer. Ah, c'est bon. Voilà. Je présenterai le livre suivant après, c'est pas grave. C'est la rentrée, voilà. Alors, astrogénéalogie, c'est une nouveauté, se découvrir et se libérer grâce à l'astrologie familiale. Donc, c'est 2 astrologues italiens, Elena Londero et Mauro Malfa, aux éditions Le Lotus et l'Éléphant, donc c'est Hachette, traduit de l'italien par Delphine Hurier-Michaud. Et donc, en français, il est paru cette année, mais en italien, l'année dernière. Voilà. Donc, Elena Londero, elle a fait des études d'astrologie au Centre italien des disciplines de Trieste. Elle a son studio à Gemona del Friuli depuis plusieurs années et elle donne des consultations en ligne. Alors, bien sûr, si vous savez parler italien. Et Mauro Malfa est astrogénéalogiste et conseiller holistique avec une orientation karmique et évolutive. Voilà, pour ces 2 personnes. Et donc, c'est un livre à 2 mains, à 4 mains. Voilà. On part
sur ce livre. Donc, il coûte 19,95 €. Voilà, comme ça pour la partie pratique. Alors, pour la lecture, eh ben, ça commence bien entendu par une préface de Lydia Facio, qui s'intéresse à l'astrologie, dans la symbolique, et une famille, une histoire de succès, c'est-à-dire l'histoire de l'astrogénéalogie. Et d'ailleurs, j'avais noté aussi que, alors, j'avais noté que dans ce livre, il parle comment est née l'astrogénéalogie, et il parle de Daniel Dancourt, fils d'une psychologue péruvienne qui a eu l'intuition d'associer l'astrologie et la généalogie en 1990. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, si ça vous dit quelque chose. Et puis ensuite, de l'histoire de la généalogie, on part sur le mythe familial, bien entendu, comment se déroule la transmission dans les familles. Ensuite, on a le rôle des signes en maison, en signe et en maison, bien entendu, par rapport toujours à l'astrogénéalogie. Et puis les planètes. Et aussi, moi, ce qui m'a importé, c'était les éléments. Parce que suivant les éléments, ça donne aussi une indication dans les familles. Alors, j'avais remarqué que, par exemple, l'élémentaire, s'il y a l'élémentaire qui prédomine dans l'astrogénéalogie, c'est bien sûr la recherche de sécurité et de stabilité. Ensuite, le feu, c'est les souvenirs de lutte et de migration. Alors, pour l'air, l'eau, la profondeur des sentiments. Et l'air, les études, le relationnel, la communication. Et donc, c'est axé toujours par rapport à la transmission familiale. Et puis, dans le rôle des planètes, bon, ben, bien sûr, il y a Mercure. Et dans Mercure, il démontre aussi plutôt la fratrie. Vous savez, avec Mercure, si on est un enfant unique, et notre positionnement dans la fratrie. Donc ça aussi, j'ai trouvé ça intéressant. Et bien sûr, avec Vénus, eh ben, c'est le mandat du couple. Donc, le sentiment d'être digne, d'être aimé. Donc, les répétitions aussi dans la vie sentimentale. Pourquoi je ne rencontre jamais la bonne personne, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin, elle donne des Elle donne des exemples, oui. Alors, c'est difficile de rentrer dans… Et puis aussi, elle parle, par exemple, elle donne des exemples, la mémorisation des traumatismes dans la famille. Alors, c'est un livre, alors moi, je l'ai lu avant les vacances, et je l'ai lu avec mon thème, et ça m'a incité à remonter mon arbre généalogique. Voilà, c'est vraiment dans ce sens-là qu'il faut lire ce livre. Je connais rien à l'astrogénéalogie, et donc c'est un livre qui est très abordable quand on débute. Voilà. Et ça donne envie d'aller découvrir son arbre et sa verticalité. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que quelqu'un l'a déjà lu? C'est une nouveauté également, hein. Il vient de sortir. Alors, les mots sont simples, de compréhension. Là, je tombe sur… Je vais vous lire une page. Et je prends une page au hasard et je tombe sur les planètes ont-elles un sexe? Les planètes n'ont pas de sexe prédéfini. Toutes les fonctions qu'elles symbolisent, ainsi que les événements familiaux et les rôles familiaux qu'elles décrivent, peuvent être assumés par différentes personnes de la famille, quel que soit leur sexe biologique. Lorsque nous étudions une planète, nous étudions qui, homme ou femme, a donné voix à cet archétype, à cette dynamique. N'oublions pas que chaque homme a la Lune et Vénus dans son thème natal, de même que chaque femme a le Soleil et Mars dans le sien. En tant que tel, chaque être humain expérimente en lui-même toutes les fonctions psychiques exprimées par les différentes planètes.
Autrefois, l'astrologie était ancrée dans une société patriarcale où les rôles familiaux et sociaux étaient toujours attribués en fonction du sexe de la personne. Toute la réalité était conçue de cette manière et par conséquent, l'astrologie en a subi l'influence pendant des millénaires. Aujourd'hui, le concept de famille est revu et élargi, et il en va de même pour les symboles astrologiques. Dans notre société, il existe des familles recomposées, hétérosexuelles, homosexuelles et monoparentales. L'astrogénéalogie travaille avec chacune d'entre elles. Par exemple, la Lune nous parle toujours de l'archétype maternel. Elle évoque aussi les mères biologiques de l'arbre. Mais la Lune elle-même, en tant que symbole astrologique, va au-delà de cette lecture. Pour l'enfant, elle représente la personne qui, au sein de la famille, joue un rôle de soin et d'éducation pour lui ou pour elle, en lui apportant la sécurité émotionnelle et affective. L'archétype maternel peut bien sûr coïncider avec la mère biologique, mais il peut aussi être tenu par une grand-mère, un frère aîné, le père ou la partenaire du père. La lune, c'est l'amour et le sentiment de sécurité que toute personne peut transmettre de manière appropriée à un enfant. Voilà le vocabulaire pour vous rendre compte du texte. C'est vrai que c'est écrit de toute façon très simple. Ah, c'est très très simple et c'est comme ça du premier du premier chapitre au dernier. Il y a des exemples, bien entendu. Et alors, bien sûr, pour ceux qui veulent commencer, c'est un très bon livre. Et puis surtout, il n'y a pas beaucoup de livres sur l'astrogénéalogie. Hein. C'est vraiment, je dirais, un deuxième livre qui sort vraiment sur cette thématique-là. Et il y a des exemples en aussi maison dedans. d'édition. Oui. C'est tout ce que je peux vous dire sur le livre pour se découvrir et se libérer grâce à l'astrologie familiale. C'est déjà bien. Alors bien sûr, c'est un beau travail aussi personnel et en poussant notre curiosité aussi d'une autre manière. Ok. Alors, on va passer au troisième livre. Et c'est une nouveauté aussi. Donc, astrogénéalogie, astropsycho, vous pourrez retrouver nos présentations dans la Gazette de septembre qui vient de sortir. Donc, astropsycho, c'est vraiment là pour découvrir son thème. L'autrice, donc Lina Geoffrey, elle est astrologue. Elle a, dès l'âge de 13 ans, elle a été touchée par l'astrologie, qui depuis ne l'a pas quittée. Et elle a créé, je dirais, son site qui, elle est professionnelle et elle donne des cours, elle donne des consultations, des conférences. C'est son premier livre, elle est française. Et à travers son livre, vraiment comme le titre l'indique, c'est un décryptage personnel de votre thème astral, mais le vocabulaire est moderne. Donc c'est vrai qu'elle, je dirais, elle invite tout au long du livre la personne à découvrir les signes, les planètes, les maisons, puis le maillage d'interprétation quand le signe avec une planète, le cycle de lunaison. Donc, elle parle d'avoir de bons bagages. Donc, les bons bagages, c'est les signes, les planètes, les maisons. Puis après, elle nous dit de rentrer dans le thème pour l'interprétation. Et en même temps, elle dit à vous de jouer. Donc, c'est vraiment, il y a un jeu, il y a une invitation, une démocratisation à rentrer dans l'interprétation, la découverte de notre thème tout au long, je dirais, du livre. Donc, il est paru il n'y a pas longtemps non plus, au mois d'avril. Il est paru à Larousse, qui fait partie également du groupe Hachette. Et à la fin du livre, ce qui est sympa, c'est qu'elle nous propose une carte détachable. Vous voyez? Et comme ça, vous pouvez, je dirais, à travers
l'apprentissage de la position des signes, des planètes de votre thème, elle parle des nœuds aussi, du cycle de lunaison, de positionner dans la carte qu'elle vous propose pour apprendre, pour comprendre. Et c'est pour ça qu'elle donne à la fin à chaque chapitre, elle donne des petits exercices. Donc, elle a vraiment, je dirais, un vocabulaire pédagogique. Donc, c'est vraiment pour débutants, pour découvrir son thème, que montrer que un thème astral, c'est vraiment, ça fait partie de notre personnalité. Pour les aspects, vous voyez, elle a fait des petits schémas sympathiques où elle explique la conjonction, le carré, le trigone, le sextile. Donc, il y a un côté aérien, lumineux, avec beaucoup de couleurs. Donc, on a vraiment trouvé ça intéressant parce que c'est vrai que le public, aujourd'hui, il y a un jeune public qui s'intéresse à l'astrologie et d'avoir un vocabulaire, je dirais, moderne. Et puis le titre aussi, Astropsycho. Donc, c'est vraiment, ça invite à se comprendre. Et c'est en ça que moi, j'ai aimé cette façon de présenter l'astrologie comme un outil. Il y a vraiment, je dirais, vous voyez, elle parle du rôle des planètes, elle a fait des petits schémas, il y a vraiment, c'est vraiment très agréable. Si vous voulez que je vous lis Oui, un petit paragraphe. Alors, on y va. Vénus en signe. Vénus est en balance. Vénus en signe. En signe, Vénus vous permet de prendre conscience de ce que vous appréciez, chez vous et chez les autres, les qualités que vous admirez, aussi bien en termes de goût esthétique, dans une œuvre musicale, picturale, que chez votre partenaire privilégié, bien sûr. Comme vous trouvez les qualités exprimées par ceux-ci très désirables, les honorer et les développer en vous vous rendra heureux. Et c'est ainsi que vous vous sentirez plus complet et plus séduisant. Vénus décrit également votre comportement sur le plan affectif et la nature de vos échanges avec les autres. Il est essentiel de nourrir cette image intérieure du féminin, quel que soit votre sexe, pour vous sentir beau et digne d'amour. Donc, vous voyez, le langage est également simple, avec une donner envie. Moi, c'est ce que j'ai apprécié, c'est donner envie et de ne pas culpabiliser. Il y a vraiment. Puis il y a beaucoup de schémas, il y a beaucoup voilà, il y a de la couleur. Pour la lune, ça le cycle attire. de lunaison, on est vraiment dans. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce livre, si vous avez déjà entendu parler de cette astrologue. Et vous voyez, pour les planètes, elle met, pour donner envie, elle met visualisation et méditation. Vous voyez, il y a des petits. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais on est. Voilà, à chaque chapitre, elle invite à pratiquer. C'est vraiment en ça qu'il y a un côté pédagogique. Ça me paraît un très bon bouquin pour ceux qui s'intéressent à l'astrologie et qui ont envie de débuter. Oui, c'est ça. Oui, il fait 19,95 et elle aborde vraiment, gérer tout les bases de l'astrologie. Complet. Il est vraiment complet. Elle a plein de mots-clés, hein. Je veux dire, Oui. déployer votre potentiel, quelque part, c'est mieux se connaître. Trouver votre mission de vie, trouver du sens, c'est aussi une préoccupation. Astropsycho, thérapeute, astrologue, je veux dire, décryptage, c'est les mots-clés. Il y a plein de mots-clés qui sont Voilà, et ça enlève le côté, je dirais, qui peut faire peur et donner envie même à une personne qui a des réticences, on va dire, sur l'astrologie. Elle a vraiment bien cadré, je dirais, pour donner envie. Elle est pratique aussi. Oui, et dans son site, d'ailleurs, elle est également très pratique. Et dans son site, elle a pris une phrase du Dalai Lama où elle met « Il n'y a personne qui ne soit né sous une mauvaise étoile,
il n'y a que des gens qui ne savent pas lire le ciel. Elle est connue, mais elle marche à tous les coups. Voilà. Voilà, c'est ça. C'est voilà, d'emblée, elle met cette phrase-là, donc pour dire que voilà. Hein. Et ça fait 25 ans hein, qu'elle pratique Ouais. l'astrologie. Oh, c'est sûrement pas une débutante, oui. Non, non. Voilà, il y a 25 ans et elle fait de la consultation. Et puis, elle a un site. Oui, qui s'appelle Milieu du ciel. Voilà. Eh bien, très bien. Voilà. Après tout le monde. Oui. Alors, le dernier, on voulait prendre un classique. Enfin, chez nous, c'est un classique, Pluton. On s'était dit, comme Pluton retournait en Capricorne, on avait un dernier petit nettoyage à faire et on trouvait que les métamorphoses nécessaires collaient bien, je dirais, avec ce passage de nouveau en Capricorne. Donc, Jeff Green est américain. Il a un site. Il a un site où, aux États-Unis, il donne des cours, des conférences. Par contre, ce qu'il est bien, il a des livres traduits en plusieurs langues, en espagnol, en français, et il a des textes en français. Par contre, c'est vrai, il explique vraiment, lui, il travaille sur, je dirais, notre âme. Donc, c'est pareil, travailler son âme, s'incarner dans son thème astral pour se comprendre et comprendre pourquoi on a telle et telle chose à vivre. Donc, il parle d'une astrologie évolutive sur son site. Alors, quand vous allez sur Internet, vous mettez traduire en français et tout son site se traduit en français. Mais à mon avis, bon, ces cours sont en américain. On a la chance en France d'avoir son livre sur Pluton qui est traduit. Alors là, c'est vrai, c'est un livre, il faut pratiquer l'astrologie. Parce qu'il est vraiment, je dirais, il explique qu'est-ce que c'est Pluton, et après, il va tout de suite là dans Pluton en maison, Pluton dans les signes. Il fait le lien entre les maisons, les signes dans l'interprétation du thème astral. Puis il fait le lien de Pluton en transit quand il est en signe et en maison. Il fait un petit peu, à la fin, il évoque avec les nœuds et dans les progressions. Mais il y a vraiment, je dirais, voilà, il faut pratiquer. Là, c'est vraiment pour des personnes qui pratiquent l'astrologie ou qui s'intéressent et qui ont leur thème astral et qui ont déjà quelques connaissances et qui veulent voir, découvrir où est Pluton dans leur signe. Après, il parle aussi des aspects de Pluton avec les planètes. Donc, quand Pluton est en aspect avec toutes les planètes, donc c'est vrai que actuellement, on a un beau trigone, mais voilà, pour l'interprétation du thème. Et moi, ce que j'ai aimé aussi dans sa préface, il nous met aussi de se reconnecter, de voilà, que l'astrologie fait partie du grand tout et qu'il commence dans sa préface. Loin des lumières aveuglantes de la ville, il y a de la magie dans le ciel nocturne. Lorsque nous levons les yeux vers les nuées d'étoiles, notre conscience change instantanément. Nous ressentons quelque chose d'éternel. Nous sommes soudain bien plus que la somme de nos désirs et de nos problèmes existentiels et bien plus vieux qu'eux. Nous nous sentons participer à quelque chose de bien plus grand que nous. Notre regard plonge dans les profondeurs de l'espace qui s'étend au-dessus de nous et nous ressentons l'immensité qui existe à l'intérieur. Donc vraiment, voilà, il parle de cette reconnexion aussi à nous-mêmes et il aborde vraiment plutôt dans toutes ces son interprétation, sa logique, et j'ai trouvé ça que c'est un livre pratique. Vraiment, alors, c'est pas une nouveauté, mais c'est vraiment quand on pratique l'astrologie, il peut vraiment nous aider à trouver des pistes, à trouver des mots, à trouver des clés ou peaufiner également notre interprétation. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce livre. Si des personnes ont déjà entendu parler de ce livre. Quelqu'un.
Ok. Mm. Moi, ce que je trouve bien, c'est le côté, souvent on associe Pluton à un côté, c'est plutôt lourd, il y a un Ouais, côté fataliste. ouais, Et ce que j'aime bien, c'est que là-dedans, c'est beaucoup plus positif. Le sous-titre le donne d'ailleurs, les ouais. métamorphoses nécessaires. Mmh. Voilà. Ouais. Donc c'est pas la tuile qui vous tombe Non, dessus. Hein, veut dire non, non. c'est un virage comme ça qui est nécessaire de prendre parce que vous avez évolué et qu'il faut évoluer, pour pouvoir suivre, quoi. Et Pluton nous accompagne dans ce changement et je trouve que c'est vraiment bien de mettre un pot de positif. Pluton, souvent, a très mauvaise réputation et donc tout Oui, ce qui peut le, pas l'embellir, mais en tout cas le rendre plus positif, heu, voilà. c'est une bonne chose. Voilà. Et moi, je trouvais qu'avec ce soir, c'était bien parce que là, on voulait vous présenter un livre pratique. Et comme notre invité ce soir, son livre, c'est Neptune-Pluton, où Monsieur Beru va nous appuyer sur le côté mythologique et justement comment ces transformations sont nécessaires, de faire ces passerelles, je dirais, sur la nécessité de nos transformations avec Pluton, qu'il n'y a pas que le côté négatif, quoi. Qu'il y a vraiment ce côté, je dirais, à chacun aussi, on n'est pas linéaire et que des transformations, on en vit tout au long de nos vies. Mmh mh. Donc j'ai vu un petit, hein, il y a une personne qui a exprimé qu'elle trouvait également ce livre intéressant. Oui. Mm. Merci pour vos petits messages. OK, OK. Bon, on a fait le tour? On a fait le tour. Oui. Voilà, donc les livres de ce soir, hein, Voilà. disponibles évidemment sur le site de la librairie, Oui. hein, voilà. Et on vous invite également à lire la Gazette où on a présenté Astropsycho et Astrogénéalogie. Tout à fait, tout à fait. Des gazettes qui sont toujours passionnantes, évidemment. Ah oui. Voilà. Bon, est-ce que maintenant il serait temps de laisser la place Ah, il y a À notre Monsieur invité. Beru. à notre invité? Tout à fait, hein? Voilà. Eh bien, Eric, Alors, à on va, pour ce soir, Monsieur Beru voulait un échange. Donc, on va d'abord vous le présenter et selon les questions qu'on a vues avec l'auteur, avec Monsieur Beru, on va vous inviter à découvrir son livre. Alors bonjour Monsieur Beru, donc nous sommes ravis de vous accueillir pour la parution de votre dernier livre de ce soir, donc Neptune et Pluton, qui est paru en avril à la Maison d'Ithaque. Nous rappelons que vous êtes l'auteur de plusieurs livres donc, qui ont été édités aux éditions de Janus et que cet ouvrage est le troisième à la Maison d'Ithaque. Vous vous inscrivez dans une démarche d'inspiration jungienne, que vous poursuivez une recherche pour rapporter à l'astrologie ses fondements mythologiques et l'articuler à la psychanalyse. Donc, comment vous est venue l'écriture de ce livre? Bonsoir Véronique, bonsoir tout le monde. Il y a des sujets qui m'habitent, des questions qui m'accompagnent pendant des années, parfois. Et à un moment donné, à force de faire des allées et venues entre la mythologie, l'astrologie et la psychanalyse, il me semble pouvoir apporter certaines réponses, tout au moins, à ces questions. À partir de là, je me mets à rassembler tout le matériau que j'ai accumulé pour me mettre à la rédaction proprement dite. C'est à peu près comme cela que ça s'est passé avec l'écriture de Neptune et de Pluton. Dans cette étude, je me suis référé en particulier, sur le plan de la mythologie, à la théogonie d'Hésiode,
qui est, on peut dire, une cosmogonie, un récit de la création du monde à partir de ses origines. Le psychanalyste y voit de son côté le récit de la psychogenèse avec comme point de départ l'unisson mère-enfant, nouveau-né-enfant, qui est figuré dans le récit d'Hésiode sous la forme de la fusion primordiale entre Gaïa, la terre-mère, et Ouranos, le ciel étoilé, et le fils amant de Gaïa. Pour l'ensemble de mon travail, je me réfère notamment à un postulat fondamental de Jung, selon lequel, je le cite, les figures de la mythologie appartiennent à la structure de l'inconscient. Les figures mythologiques appartiennent à la structure de l'inconscient. La traduction astrologique, de façon littérale, est celle-ci. Les divinités planétaires représentent des archétypes, des organisateurs de la vie psychique, des facteurs qui structurent la vie psychique, et ces facteurs sont à l'œuvre dès la naissance, dès la venue au monde et tout au long de l'existence. Donc, suivant cette idée, suivant ce postulat, je souhaitais commencer mon livre en tentant de répondre à cette question. Comment Neptune et Pluton se présentent dès le commencement? Sous quelle forme l'enfant fait-il l'expérience de ces deux planètes dès sa venue au monde? Il fait évidemment l'expérience des autres planètes, hein, et du Soleil et de la Lune. Mais là, il s'agit de Neptune et de Pluton. Dans la théogonie, Gaïa, la mère des origines, enfante le ciel étoilé, donc Ouranos, les vastes mers et le sombre Tartare. Avec cette création primordiale, trois espaces sont désignés qui correspondent sans conteste au monde d'Uranus, le ciel étoilé, de Neptune, les vastes mers, et de Pluton, le sombre Tartare, ce qui signifie que ces trois planètes apparaissent dès le commencement, dès l'origine. Mais en même temps, on entend bien que le pouvoir de mettre au monde ces planètes, le pouvoir de les faire apparaître, est dans les mains de la mère des origines, ce qui revient à dire pour notre propre origine que ce pouvoir est dans les mains de la mère, avec M majuscule. Alors, il faut tenter d'éclairer un peu, d'illustrer un peu ce que je viens de dire. S'agissant de Pluton, je vais le prendre par là, par exemple, hein, cela signifie quoi? Évidemment, c'est difficile de l'exprimer en quelques mots, mais je vais quand même tenter d'illustrer comment se présente Pluton au commencement. Par rapport à l'état de dénuement du nouveau-né, totalement impuissant à survivre sans une assistance, pas seulement à survivre matériellement, mais à survivre et à vivre psychiquement, spirituellement, par rapport à cet état de dénuement, l'objet maternant revêt un caractère de toute puissance, c'est-à-dire un pouvoir plutonien de vie et de mort. Si la présence maternante est suffisamment apaisante, enveloppante, sécurisante, elle représente la vie elle-même. Si la mère
est partiellement absente en raison de difficultés psychiques, qu'elle est anxieuse, par exemple, bien sûr, elle représente pour l'enfant une menace de mort. Elle génère de l'angoisse et représente une menace de mort. Ça signifie que l'archétype plutonien apparaît ainsi dès le commencement sous la forme de la bipolarité impuissance, toute puissance. Pourquoi est-ce important de revenir à l'origine et d'avoir à l'esprit ces inscriptions premières? Bien, si l'on veut comprendre, vraiment comprendre, ce qui se joue plus tard dans le cadre d'une situation de harcèlement professionnel, par exemple, il faut entendre en fait ce qui est en train de se rejouer. L'employé qui se soumet à des exigences indues, à une pression accablante, investit à son insu le supérieur hiérarchique ou la supérieure hiérarchique, il l'investit à son insu, bien sûr, de la figure du parent qui avait tout pouvoir sur l'enfant. Dans l'espoir de se rendre le supérieur favorable, le supérieur confondu avec le parent, il va faire lui-même tout ce qui est en son pouvoir pour satisfaire ses attentes. Mais l'échec est évidemment programmé dans l'entreprise. Dans un tel cas, et évidemment, c'est un exemple que je dois présenter de manière très brève, dans un tel cas, ce qui se présente sous la forme d'une problématique professionnelle se joue en réalité sur une autre scène, celle de la première relation et de l'amour primaire. C'est là, aux racines, que les choses ont besoin de se dénouer. Ce qui a besoin de se dénouer, c'est l'idée que l'autre doit être satisfait. Ce qui a besoin de se dénouer, c'est l'idée que le pouvoir plutonien est dans les mains de l'autre, et ce dénouement suppose que le sujet puisse intégrer peu à peu le pouvoir plutonien, la force, la puissance plutonienne, dont l'objet, confondu avec le parent, était investi. Voilà, c'est un peu le point de départ de mon livre. Deuxième question. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que M. Beru vient de dire ou on peut continuer? Alors, je vais continuer. Votre livre commence par resituer le rôle des planètes transsaturniennes, Uranus, Neptune et Pluton, entre astronomie, astrologie et mythologie, puis vous évoquez Neptune et Pluton, le royaume des mers, par rapport à Jung. Pouvez-vous nous expliquer ce lien? Effectivement, à l'endroit que vous évoquez, je fais référence à Jung quand il écrivait, je le cite, que les profondeurs de l'inconscient, les profondeurs de la vie psychique, sont en propre le domaine des mers. Il faisait lui-même écho à un passage de Goethe. Dans le Second Faust, la plongée dans le monde du dessous est une descente vers le royaume des mers. Rentrer en possession de la clé qui ouvre les portes des profondeurs et avec elle les mystères des origines, Faust s'éclame les mers, avec un mélange de fascination et d'effroi. C'est une première ligne d'association. Par opposition à Uranus, qui réfère au ciel, au domaine de l'esprit, au domaine des cimes de l'intelligence, Neptune et Pluton ont en commun
et c'est pour cela que je les ai associés dans ce livre et que j'ai mis un sous-titre, La force des profondeurs. Neptune et Pluton ont en commun de désigner les profondeurs sous un double aspect, sous un double aspect matriciel, donc maternel, sous-marin avec Neptune et souterrain avec Pluton. Et à ce sujet, la plupart des cosmogonies placent ainsi un océan primordial ou bien une terre primordiale comme la matrice à partir de laquelle toute la création va surgir. Peut-être que vous connaissez Ferenczi, vous en avez en tout cas parlé. Dans son essai intitulé Thalassa, il y a aussi un sous-titre, et Thalassa désigne un océan primordial. Ferenczi fait un parallèle entre la philogenèse et la psychogenèse en présentant la venue au monde, je cite son expression, comme une catastrophe du dessèchement qui fait évidemment écho au passage du monde de Neptune au monde de Saturne. Et je note au passage que ces deux planètes, Saturne et Neptune, dessinent un carré en T avec le Soleil, dont le thème de Ferenczi. Le psychanalyste introduit sa thèse Thalassa en disant qu'il veut la présenter sous la forme d'un conte de fées. Et il commence ainsi. Imaginez-vous la surface de la Terre encore tout enveloppée d'eau. Toute vie végétale et animale se déroule encore en milieu marin. Il poursuit ensuite son récit en disant que certaines surfaces de la Terre se sont asséchées peu à peu à la faveur ou à cause des changements atmosphériques, tandis que des formes de vie, des premières formes de vie, ont dû s'adapter progressivement à l'existence terrestre. Comme la création a ses commencements, toute venue au monde est ainsi une sortie forcée des eaux, et Ferenczi ajoute que le liquide amniotique figure l'océan introjecté dans le corps maternel. La naissance contraint le nouveau-né à s'adapter au sec, au sens symbolique, et autrement dit, à se soumettre peu à peu, progressivement, au registre de Saturne, qui nous fait passer de l'expérience neptunienne de l'unité ou de la totalité à l'expérience de la séparation entre les êtres, de la distance entre les êtres. Et en termes de processus maturatif, Saturne nous introduit au registre de la différenciation et de l'autonomie, le premier moment saturnien emblématique de l'autonomie étant pour l'enfant le moment où il commence à marcher, à se tenir debout, l'idée de se tenir debout étant un repère crucial si l'on veut comprendre l'invitation que nous fait Saturne. Ce détour par le Thalassa de Ferenczi donne un autre élément de réponse à la question que vous posiez, Thérèse, quant au lien entre Neptune, en l'occurrence, et le royaume des mers. Ce n'est pas seulement au cours de la période intra-utérine que la mère est pour l'enfant une représentante de Neptune. Ce rôle, dans le meilleur des cas, se poursuit dans les jours et les mois qui suivent la naissance. Et Ferenczi de préciser ce rôle en écrivant, je le cite, « Il incombe aux personnes qui prennent soin du nouveau-né d'entretenir l'illusion de la continuité intra-utérine, c'est-à-dire l'illusion, traduit en termes astrologiques, de la continuité du monde de Neptune.
Cela signifie que le nouveau-né ne peut pas, sans encourir des dommages, accoster brutalement dans le monde de Saturne. Pour pouvoir s'y faire, entre guillemets, il a besoin d'une assistance. Et ce secours revient à l'objet maternant, capable d'offrir, sous la forme de la Lune et de Vénus, une certaine continuité avec la vie neptunienne prénatale, dont le propre est un vécu de non-séparativité, donc de totalité. Tous les travaux, évidemment, ce n'est pas le propos, ça conduirait beaucoup trop loin, mais tous les travaux contemporains, disons, de ces 3-4 dernières décennies, menés par les chercheurs, les spécialistes en périnatalité, corroborent, d'une part, le point de vue précurseur de Ferenczi, et corroborent le fait que l'enfant venant au monde est encore dans un vécu de totalité et qu'il ne doit pas être arraché brutalement à ce monde, qu'il doit y avoir une continuité neptunienne qui va permettre un apprivoisement progressif du monde de Saturne, de la distance, du temps entre un appel et une réponse de l'objet maternant, etc., etc. Évidemment, partir de là, ça nous permet de comprendre les racines profondes de certains symptômes neptuniens que l'on peut rencontrer soi-même, que l'on peut rencontrer par exemple chez les personnes qui nous consultent. À manquer par trop sévèrement d'un objet maternant capable de répondre à la soif neptunienne des commencements, l'enfant risque de regarder en arrière pour se refuser à des degrés divers, en fait à l'incarnation, avec toutes les limitations que ça signifie, au monde de Saturne, avec son cortège de renoncements nécessaires. Tout à l'heure, c'était les métamorphoses nécessaires. Mais avec Saturne, ce sont les renoncements nécessaires, les frustrations et le manque. Cette quête neptunienne régressive, on peut la voir, par exemple, à l'œuvre chez le sujet qui vit dans une forme de nostalgie qui peut nourrir la quête d'une certaine terre promise ou d'un certain paradis de l'amour, d'un certain fantasme de l'âme sœur qui serait le parfait complément qui permettrait de refaire une totalité. À ce propos, je présente notamment dans mon étude le cas de Casanova, dont le thème présente une très forte signature neptunienne. Et l'aventurier vénutien, à part ses voyages, a passé sa vie à investir les femmes en fait d'un pouvoir de rédemption. En étant conduit à son insu par le défaut de présence maternelle dont il a souffert au cours de son enfance et aiguillé à cet insu par ce manque, il a investi les femmes littéralement d'un pouvoir de rédemption avec les désillusions, les déceptions que l'on peut imaginer. Voilà quelques mots pour établir cette correspondance et cette idée que j'applique à l'astrologie, cette idée de Jung que le monde de la profondeur est en propre le monde des mers. Merci, Monsieur Beru. Alors, dans la continuité du livre, il y a un schéma qui nous a interpellés. La page 64, à chaque fois, vous mettez en référence Saturne. C'est vrai qu'il y a toujours ce lien pour l'incarnation avec Saturne. Parce qu'il est vraiment le pivot. Voilà. Et vraiment, donc, vous évoquez un schéma en disant que Saturne met fin au monde des origines. Et ce schéma, c'est un épisode de la castration. Donc, vous avez autorisé à montrer ce schéma. Oui, si vous pouviez nous l'expliquer.
Je pense que c'est difficile. Ah, voilà, Marc l'a mis, ou je ne sais Ah, pas. super. Ah, Merci, merci. Marc. Oui, c'est un schéma de l'épisode de la castration. Alors, il faut s'entendre sur ce mot castration, parce que quand on entend le mot castration, on entend quelque chose de mutilant. Or, on utilise en psychanalyse le terme castration. Par exemple, François Dolto parle de castration symboligène et dit que c'est la mère qui donne la castration à l'enfant, par exemple, en mettant fin à la tétée, et on entend que castration est synonyme de limitation déjà. C'est intéressant de voir l'étymologie de castration. En latin, castrum, c'est le château fort, la place forte, donc une enceinte très délimitée, qui signifie pas seulement un enfermement, mais l'inscription dans des frontières propres. Voilà, l'inscription dans des frontières propres. Il faut bien avoir à l'esprit que par le geste de la castration, Chronos, en fait, sépare le ciel et la terre, sépare, met fin à la fusion, à l'étreinte entre Ouranos et la terre-mère. En fait, il met fin, du point de vue du psychanalyse, à l'illusion selon laquelle la mère, à l'illusion du nouveau-né, selon laquelle il serait capable à lui seul de combler sa mère, qu'il serait tout pour sa mère et que sa mère est tout à lui. Donc il faut entendre la castration, et là on voit vraiment le rapport avec Saturne. La castration est quelque chose de nécessaire. C'est un renoncement nécessaire pour qu'on puisse s'inscrire dans une identité, dans un nom, dans des qualités, des dispositions qui nous sont propres. Et d'ailleurs, la castration étant accomplie, Chronos, ses frères et sœurs, Titan et Titanide, vont sortir du ventre de Gaïa et Chronos va s'inscrire dans le registre de l'autonomie. Il est le premier à avoir pris le risque de la séparation, ce désir ayant été plus fort que celui de rester dans le confort du ventre de Gaïa, et il a été le premier à désirer se tenir debout par lui-même. Et là où il y a Saturne, particulièrement pertinent en transit, c'est là que nous avons à gagner dans le fait de nous tenir debout par nous-mêmes. Après, il se passe quelque chose au moment de la castration, c'est-à-dire le phallus ouranien tranché, mais on n'a pas le temps de questionner ce que signifie le phallus, hein, va tomber dans les flots de la mer et, pénétrant les flots de la mer, le phallus va générer une écume, vous le savez, dont va sortir la belle Aphrodite. On entend que la castration, la séparation entre le ciel et la terre, entre le haut et le bas, et finalement la séparation entre les divinités qui sont différenciées, permet la naissance d'Aphrodite, c'est-à-dire permet une nouvelle forme d'amour. Non plus un amour fusionnel, mais un amour qui prend en compte l'altérité. Ça, c'est l'aspect heureux, pourrait-on dire, béni de la castration, et on retrouve cela dans le signe de la balance, avec l'exaltation de Saturne et la maîtrise de Vénus. Mais il y a aussi des résidus douloureux de la castration et de cette perte de la fusion originelle. Le mythe d'Hésiode nous dit que des gouttes de sang tombent du phallus d'Ouranos, pénètrent le monde souterrain et à un moment donné
ces gouttes de sang donnent naissance, surgissent du monde de Pluton pour donner naissance aux Érinies. Les Érinies sont la contrepartie d'Aphrodite. L'une ne va pas sans l'autre. C'est pour ça que les unes ne vont pas sans l'autre. C'est pour ça penser en termes positifs ou négatifs est toujours problématique, parce qu'en fait, ce qu'on appelle positif et ce qu'on appelle négatif, en fait, sont deux manières pour nous-mêmes de vivre de mêmes enjeux, de mêmes phénomènes. Et les Érinies représentent en fait des affects martiens, plutoniens. C'est la colère que l'autre se dérobe à nous, que l'autre s'éloigne de nous, que l'autre nous quitte, et qui, par exemple, génère des velléités de vengeance, des velléités de représailles. Bref, vous l'avez compris, toutes les difficultés de l'amour, toutes les passions de l'amour, tous les drames passionnels, etc. Alors, c'est difficile d'expliciter ce schéma parce qu'il résume en réalité peut-être une moitié de mon livre. Et donc, je vous en donne juste une idée, hein, juste une idée. Pour rendre vraiment les choses compréhensibles, il faudrait prendre pas mal de temps. Mais je vous rappelle que l'idée centrale de mon livre, c'est de questionner la manière avec laquelle les planètes, et là il y a Uranus, Saturne, Neptune, Pluton, se présentent dès le commencement dans la psychogenèse de l'enfance. Et l'idée est de se référer à ces inscriptions primordiales pour éclairer les enjeux, en particulier, c'est le sujet du livre, neptuniens, plutoniens, auxquels nous sommes confrontés tout au long de notre vie. Voilà, c'est peut-être un petit peu décevant le commentaire de ce schéma, mais voilà, je ne vais pas prendre trop de temps. Non, comme vous l'avez dit, ça permet aussi de démystifier ce mot castration qui Oui, peut nous oui, rebuter. oui. Tout à fait, tout à fait. Alors, on a encore une question à vous poser. Vas-y. Alors, vous terminez votre ouvrage, on va faire un saut dans votre livre, par un processus en 3 volets sur Neptune et Pluton en lien avec Saturne, avec des références mythologiques. Pour Neptune, nous entrons dans le phallus ouranien puis Cronos qui avale Poséidon, pour terminer avec Poséidon qui s'affranchit du contrôle de Cronos. Et vous terminez par le transit, donc c'est page 140. Lorsque Neptune reçoit un transit de Saturne, avec une mise en garde à des tendances neptuniennes qui se mettent en œuvre à ton insu pour te livrer aux attentes de l'objet, puis inversement, avec le transit de Saturne-Neptune, quel est votre message? C'est-à-dire que d'un côté, il y a Neptune qui s'affranchit sur Saturne, et après, Saturne sur Neptune. Oui, je distingue soigneusement, rigoureusement, ces deux contextes célestes. Je vais peut-être mettre un petit peu de lumière. Ça ne va pas le faire. Pardon, une seconde. Pas de souci. Oui, je distingue soigneusement ces deux contextes célestes. Celui où Saturne est en transit par rapport à Neptune natal, et inversement, là où Neptune est en transit par rapport à Saturne natal. Lorsque Saturne natal, je commence par ce cas de figure, reçoit un transit de Neptune, lorsque Saturne natal reçoit un transit de Neptune, c'est Neptune l'agent actif. Cela fait écho à l'épisode de la mythologie, à l'épisode mythologique du détrônement de Cronos. Et dans l'épisode final de la titanomachie, c'est-à-dire de la guerre contre Cronos et les titans, Zeus, Poséidon et Hadès, les trois frères,
sont rassemblés pour mettre fin au règne de leur père. Et l'on voit Poséidon apparaître avec son trident pour ébranler le trône de Cronos. Zeus va lancer sa foudre, Hadès invisible va arriver par derrière, Hadès portant son casque d'invisibilité va arriver par derrière et arracher la faux qui est l'emblème du pouvoir de Cronos. Ça, c'est le détrônement de Cronos. Et lorsque Neptune transite Saturne natal, je lis Neptune en tant qu'il participe au détrônement de Saturne. Cela signifie que Neptune, sous la forme de Poséidon, vient mettre un terme à quelque chose qui a fait son temps, vient défaire des structures qui ont besoin de se défaire et qu'il vient régénérer à partir de là une structure devenue stérile à force de se répéter. Dans les récits, sous la plume d'Homère en particulier, Poséidon n'est jamais le dieu des mers calmes, mais le dieu qui soulève la tempête. Par rapport à l'action de Neptune, il est significatif de noter que le mot tempête dérive du latin tempestas, qui désigne l'époque, tandis que l'épithète tempestivus évoque ce qui arrive en temps voulu et qui se déchaîne parfois pour prendre la forme, pour mettre enfin un terme à ce qui doit être abandonné. Sur le plan collectif, on pourrait développer beaucoup d'exemples sur le plan individuel, mais sur le plan collectif, la tempête neptunienne peut prendre la forme d'un soulèvement plutôt de type populaire, qui emporte avec lui les fondations minées d'un système politique dont l'effondrement était déjà programmé par sa logique insensée. Vous avez sans doute à l'esprit que la chute du mur de Berlin a eu lieu au moment de la conjonction exacte en Capricorne, entre Saturne et Neptune. Ça, c'est quelques mots, quelques idées, quelques repères pour aborder un transit de Neptune sur Saturne. Maintenant, quelques idées, et c'est là qu'un autre épisode mythologique nous aide beaucoup pour illustrer le contexte où Saturne est en transit sur Neptune natal. L'enjeu n'est pas du tout le même que celui que l'on vient d'évoquer. Dans ce cas, c'est Saturne l'agent actif et c'est Neptune qui reçoit le transit, qui est le pôle réceptif. Dans ce cas-là, je me réfère à l'épisode de la Théogonie où l'on voit Cronos avaler ses enfants et, pour le cas qui nous occupe, avaler Poséidon. En avalant sa progéniture, Cronos témoigne d'un aspect prédateur, bien sûr, qu'il faut prendre en compte, mais on ne peut jamais analyser un mythologème en le regardant sous un angle univoque, avec un aspect qui serait seulement destructeur ou un aspect seulement constructeur, parce que comme je le disais tout à l'heure, ces deux aspects sont toujours indissociables. Dans le ventre de leur père, les enfants de Cronos mûrissent, se construisent. Et lorsque Cronos les régurgite enfin, ils sont tous constitués. Ils sont tous prêts à exercer leur souveraineté. Déméter qui devient la déesse de la végétation, Poséidon qui commande les mers, les océans et les flots, et les trois autres enfants que Cronos a avalés. Donc, lorsque Saturne est en transit sur Neptune natal, je dirais que l'ensemble des tendances neptuniennes, c'est un angle de lecture, ont besoin d'être gardées dans le ventre de Cronos. Ça signifie que nous avons besoin de contenir ces tendances neptuniennes pour les questionner, pour les élaborer, pour les faire mûrir. C'est vraiment le travail de Saturne,
plutôt que de céder à ces tendances neptuniennes sous une forme ou sous une autre. Je peux dire les choses autrement, que nous avons besoin, à travers le ventre de Saturne, de parvenir à une meilleure maîtrise de Neptune et donc à une plus grande autonomie, là où la planète pourrait nous conduire à notre insu. S'agissant des figures mythologiques, Jung écrivait ceci, je le cite: « Les figures mythologiques sont un bien impersonnel dont les hommes en majorité sont bien plus possédés qu'ils ne le possèdent. Cela vaut de la même manière pour les divinités planétaires. Bien souvent, pour ne pas dire le plus souvent, en tout cas c'est valable sur le plan collectif, valable à des degrés divers sur le plan individuel, bien souvent, les divinités planétaires nous possèdent, nous obligent et nous agissent plutôt que nous puissions les agir, les mettre en œuvre de façon différenciée et de façon autonome. C'est le travail qui nous est soumis à travers, par exemple, un transit de Saturne sur Neptune natal. Pour illustrer l'enjeu, pour illustrer un aspect de cet enjeu, je prends un bref exemple. Dans le mythe de Psyché et d'Éros, dans la dernière épreuve, Psyché doit descendre en Hadès, et alors qu'elle traverse le fleuve qui va l'amener, qui va la conduire chez Perséphone, elle voit un vieillard qui est en train de se noyer et qui l'appelle au secours. Psyché avait été bien mise en garde avant son départ. Attention, Psyché, pas de compassion déplacée. En d'autres termes, cela signifie que Psyché risque de céder à des tendances neptuniennes qui l'obligent à l'égard des naufragés de l'existence, à l'égard des personnes qui se noient, à l'égard des déshérités. Elle a besoin de contenir cette tendance neptunienne, non pas de la détruire, non pas de la nier, mais elle a besoin de la contenir, de la questionner, de la garder dans le ventre de Cronos, de la même manière que Cronos a avalé Poséidon à un moment donné pour le régurgiter complètement construit, complètement en mesure de régner sur le monde des mers et des océans. Évidemment, l'idée pas de compassion déplacée, ça n'est pas une invitation à l'indifférence, mais c'est une mise en garde, celle de ne pas céder à une compassion qui déplacerait Psyché, qui lui ferait oublier sa place, oublier sa mission, perdre de vue sa propre vie pour prendre une position neptunienne de secouriste à l'égard de l'objet. Voilà, par exemple, une illustration du travail du ventre du Père que réclame le transit de Saturne sur Neptune natal. Alors, évidemment, pour les illustrations, ça, on n'en a jamais fini. Il y en a autant, en fait, qu'il y a de personnes qui nous consultent ou de personnes concernées par ce transit. Voilà. Alors, merci beaucoup. Je crois qu'on va arrêter. On a pris pas mal de temps. Bon. Est-ce que Marc, on peut poser la dernière question ou pas? Ça dépend de la longueur de la réponse. Non. Alors, est-ce que c'est possible d'avoir une petite réponse condensée, Monsieur Deru, ou pas? Pour terminer avec Pluton. Moi, ma proposition, c'était de... vous voulez, si vous voulez rester sur Neptune... Il y a des personnes du public qui veulent... Ah oui, bon, alors on va... Oui, c'est vrai. Alors, est-ce que faire une réflexion, vous avez faire des questions? écho, ou je sais pas. Voilà, il n'y a pas de souci.
est-ce que par rapport à tout ce qu'on a évoqué, les personnes qui sont avec nous ce soir ont des questions pour Monsieur Beru par rapport à son livre? Pas forcément des questions, ça peut être des échos, Des Des échos, échos, une réflexion. partage une réflexion. d'expériences, prolongement. On vous écoute. Vous pouvez aussi éventuellement formuler vos impressions par écrit si le fait Oui, de bien sûr. faire Bien à sûr. l'oral vous embête un petit peu. Je parle un petit peu aussi, histoire que chacun puisse prendre le temps d'élaborer éventuellement sa question, son intervention. Oui, c'est vrai, je vous prends un petit peu à froid là. Voilà. Hein, comme ça permet un petit peu de réfléchir à la question, à la formulation, etc. quoi, hein, voilà. Maintenant, il ne faudrait pas que tout le monde pose la question en même temps, ça serait embêtant. Oui. Hein? Je sais pas. N'hésitez pas, on vous écoute, on vous donne la parole. Alors, il y a Marc, il y a une question qui apparaît. Oui, dans le chat, il y a eu des Voilà. échos. Voilà. Il y a eu On des peut faire pour toutes les échos. planètes, oui. Ouais. Alors, Oui, du coup, Émilie qui dit que vous dites que ça vous a intéressé la conjonction Neptune-Saturne à venir, hein. Ça donne des idées pour cela, effectivement. Liliane, qui vous dites que ça vous a intéressé aussi cette liaison de psychanalyse, mythe et astrologie. Là, je vous ai donné juste une espèce d'apéritif, hein. Ah oui, Une c'est un idée apéritif qui donne de ce que envie l'on peut faire, hein, une mise en appétit. Ouais. Voilà. c'est l'expression qui va bien avec l'heure. Oui, c'est vrai. Avec l'heure, tu as dit? Avec l'heure qu'il est. Voilà. Oui. Voilà. Alors, il y a Alexandra qui a levé la Oui. main. On vous écoute, Oui. Alexandra. Oui, alors, donc, je suis Alexandra Angelides. Bon, moi, je trouve que ça fait écho à de nombreuses... Pardon, juste une chose. Vous m'entendez? Marc, est-ce que vous pourriez arrêter le partage d'écran, comme ça on verrait la personne qui intervient? Oui. Alors, avant d'arrêter le partage d'écran, je voulais juste dire que la prochaine fois, ce sera le 8 novembre, et ça sera Émilie Charton qui nous présentera son livre Astrodio. Qui n'est pas encore sorti, hein. Il n'est pas encore sorti, donc l'encre sera à peine sèche, on commencera à en parler. Voilà, vraiment, la FDAF est à la pointe, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, merci. Hop. Alors, reprenons. Oui, alors, bon, moi, j'étais particulièrement intéressée parce que ça fait écho à des situations là, que j'ai rencontrées en consultation. Alors, je suis de formation psychologue, hein, clinicienne et astrologue aussi, et donc je fais surtout des consultations astro, psycho, développement personnel. Et là, la conjonction, alors le retour de Saturne sur au trigone de Neptune pour une personne en l'occurrence avec un deuil, quelqu'un qui est dominante neptunienne, hein, et qui, alors vraiment ce que vous dites, c'est tout à fait ça, hein, c'est une relation de couple qui était très fusionnelle. Retour de Saturne, Saturne qui au trigone, alors il y avait Neptune qui était passé en 2020-2021 sur son Saturne natal, qui avait déjà fait un travail, comme vous l'évoquez, hein, sur le transit de Neptune sur Saturne natal. Et là, Saturne est au trigone avec sur cette rétrogradation en plus, hein, sur Neptune, donc au milieu du ciel, et le deuil de son époux, donc il y a 4 mois, et qui est vraiment... Bon, tout deuil peut être douloureux, hein, mais pour un couple, et les deux enfin, lui était aussi neptunien, donc une relation très fusionnelle, et avec Saturne qui arrive là et qui fait écho de effectivement se structurer, s'autonomiser, devenir et sortir de cette matrice fusionnelle qui génère. Alors c'est vraiment l'illustration exactement de ce que vous évoquez. Je trouve ça particulièrement intéressant. Oui, et merci. Vous ajoutez vraiment cette situation de deuil. Et l'enjeu du deuil, en fait, c'est un enjeu qui est indissociable de la castration. Et oui. Parce que dans la castration de Saturne, c'est aussi d'abord, au commencement de la vie, l'enfant qui fait le deuil de l'illusion qu'il était pour sa mère le ciel étoilé. C'est le deuil du ciel étoilé qui comble la mère. C'est le deuil d'être le fils amant, l'enfant amant, le phallus de la mère. Et il y a un deuil. Mais ce deuil saturnien, évidemment, dans la réalité, un deuil peut prendre
plus ou moins de temps, durer des années. Hein. Mhm. Bien sûr, il faut traverser les étapes. Mais quand le deuil saturnien est réellement fait, il n'est jamais fait en pure perte. Mhm. Il permet d'accéder à autre chose. Et évidemment que ça permet d'accéder à autre chose, parce que c'est grâce à Saturne que lui-même et ses frères et sœurs d'abord sortent du ventre de Gaïa, Mhm. Mhm. sortent de cette matrice. C'est grâce à cela que Saturne va devenir un père et va instituer le monde du père, parce qu'au temps d'Ouranos et de Gaïa, il n'y a pas de père. Il y a la grande mère et son fils amant. Mhm. Hein, on n'est pas. C'est ensuite que vient le père, et Chronos et Rhea représentent le père et la mère. Mhm. Hein. Mhm. Mais là c'est important que le père prenne sa place, et le père va prendre sa place, c'est qu'immédiatement à leur naissance, les enfants vont passer dans le ventre de Chronos. Mhm. Mais ils étaient avant dans le ventre de la grande-mère. Mhm. Hein. Ah oui, non, mais c'est tout à Donc fait la notion intéressant. du deuil, elle est évidemment Oui, indissociable oui, 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 de au, ce que la mythologie et la au psychanalyse. sens propre et au sens figuré, on peut Bien sûr, l'imaginer, mais en plus, ça vient tout à fait, effectivement, puisque ça passe sur des points sensibles, des thèmes, ça vient réactualiser ben, une problématique de la petite enfance, de l'enfance bien qui... sûr, et oui, oui, tout à fait. Non, mais bien voilà. sûr, Bon, je bien vous sûr. remercie, c'était très intéressant. Mhm. Merci. Bon, je pense que il y a plein de choses qui ont été dites là jusqu'à maintenant qui sont tout à fait intéressantes. Je fais écho aussi un petit peu avec ce que dit Coralie, qui dit que tout ce qui est dit là fait justement écho avec son cheminement, avec un cheminement intérieur, un cheminement personnel. Et je me dis que justement, c'est là que le livre, on en parlait en début de séance, l'importance du livre. Le livre est important parce qu'on peut justement l'appréhender à son rythme. On va prendre. Il y a des choses que vous avez expliquées ce soir, Eric, et j'avoue franchement que je me repasserai bien le replay pour y réfléchir parce que ça nécessite vraiment, et ça c'est l'intérêt du bouquin, c'est que si à un moment on a besoin de 3 minutes pour arriver à cogiter sur une notion, pour pouvoir avancer, c'est-à-dire qu'en fait, quelque part, le cheminement dans le livre, il suit notre cheminement de pensée personnelle. Et je trouve que ce côté accompagnement par le livre est vraiment très, très bien. Mais bien sûr, le livre permet de dérouler tranquillement un propos, de raconter tranquillement l'histoire, de la raconter encore sous un autre langue, là où effectivement où j'ai soulevé, forcément dans une présentation, j'ai soulevé des enjeux et j'ai évoqué l'esprit avec lequel j'aborde les choses. C'est que le fait de revenir aux racines, aux inscriptions premières, nous permet de comprendre ce qui va apparaître en fait sous forme de symptômes. Parce que les problématiques, etc., sont des symptômes de quelque chose de plus profond. Est-ce que d'autres personnes auraient des commentaires, des réflexions, des questions, quelque chose à ajouter? Oui, moi j'aurais une question, s'il vous plaît. Oui, Oui, Marilène, allons-y. Marilène. Par rapport à ce que vous venez d'expliquer, est-ce que Saturne et le deuil, est-ce qu'un enfant qui a Saturne en amont de son soleil dans le même signe solaire, est-ce que ça veut dire que l'enfant doit faire le deuil de lui-même dès le départ? Il faut bien distinguer les choses. Quand vous dites Saturne en amont, vous voulez parler d'une conjonction Avant le soleil, par exemple, je sais pas, Saturne à 7 Bon, on va degrés. partir sur une conjonction Soleil-Saturne. Hein, D'accord, oui. hein, hein, d'accord. Sur le plan astrologique et donc sur le plan archétypal, l'enfant s'inscrit dans une mythologie saturnienne. Il est hautement concerné par déjà le désir d'être autonome, par le désir de se tenir debout, hein,
il est concerné par tout ce qui relève de la mythologie de Saturne et qui éventuellement peut peser sur le Soleil. On pourrait se poser la question, est-ce que l'enfant va rencontrer Saturne sous la forme de parents qui font un peu prédation sur le Soleil? Oui, c'est ce que je pensais au que, départ. ou bien est-ce que l'enfant va plutôt rencontrer Saturne sous la forme de parents qui offrent un étayage au Soleil? Mais quand je pose ces questions, je suis passé du plan archétypal au plan événementiel. D'accord? Hein? Quand je me demande sous quelle forme l'enfant va-t-il, mais le thème de naissance dit que le sujet est hautement concerné par la mythologie de Saturne, mais le thème de naissance ne dit pas sous quelle forme l'enfant va rencontrer cette mythologie. C'est ça qu'il faut bien distinguer et articuler. Oui. Merci beaucoup. Je t'en prie. Marc est parti. Oui, j'avais une petite. C'est Liliane là. J'ai mis dans le chat, mais en fait, là, j'ai pensé au passage de Saturne sur le point essentiel du thème qui nous permettrait normalement de nous libérer, de grandir et de nous séparer de la fusion avec la mer ou les profondeurs de mer. Mais est-ce que aussi, si on le vit négativement, ça nous ancre pas, ça nous enfonce pas encore plus dans la fusion avec la profondeur des mers, au lieu de nous sortir, au lieu de nous permettre d'atterrir, justement, d'entrer dans la terre, enfin, de rentrer dans le monde concret, quoi. Oui. Est-ce que Pluton, du coup, peut pas, alors, la deuxième question, du coup, est-ce que l'action de Pluton, là, peut pas nous permettre de faire de nous faire sortir davantage de cet ancrage ou de cette illusion de la mer? Je ne sais pas si je suis claire. Il y a vraiment plusieurs questions et plusieurs sujets complexes que vous soulevez. En fait, pour le dire en bref, moi j'affirme souvent, les planètes ne font rien. Toute la question est de savoir ce que l'on fait des transits planétaires. C'est ça. Alors, en même temps, vous avez bien, c'est un peu provocateur de dire les planètes ne font rien. Non, non, les planètes présentent des enjeux, des problématiques, des perspectives, des possibilités, hein, une trame de sens, etc. Mais toute la question va être de savoir ce que l'on va en faire. Tout à l'heure, vous avez dit, bon, un transit de Saturne, je le résume en bref, hein, peut pousser le sujet vers des voies d'autonomie, mais est-ce que ça ne pourrait pas aussi induire le fait que le sujet a encore plus peur de l'autonomie, hein, Mais en fait, c'est exactement comme cela que ça se passe dans la mythologie. C'est Gaïa, c'est la terre-mère qui fabrique la faune. Autrement dit, c'est la mère qui, d'une certaine manière, joue un rôle clé pour l'autonomisation de l'enfant. C'est pour ça que Françoise Dolto dit c'est la mère qui donne la castration. Hein? La mère qui veut être toujours omniprésente, qui veut toujours nourrir, toujours combler, empêche la séparation et l'autonomie. Mais quand Gaïa présente la faux et qu'il fabrique la faux, pardon, et qu'il la présente à ses 12 enfants, Titan et Titanide, qui sont toujours dans son ventre, parce qu'ils n'ont pas encore de faux pour faire la séparation, qu'est-ce qui se passe? Tous sont terrorisés. Et tous s'enfoncent, se rassemblent dans le ventre de Gaïa. L'enjeu de l'autonomie se présente, mais ça fait trop peur. Et on s'accroche à la matrice, à une situation sécurisante. Et seul Cronos a été assez fort, assez intrépide
nous dit Hésiode, pour se saisir de la faune, et donc pour relever l'enjeu de la castration. Autrement dit, là on entend que les tendances contraires coexistent tout le temps. En nous coexiste le désir de l'autonomie et la peur de se passer d'une situation qui nous sécurise. Et l'une de ces tendances peut triompher. Ce qui a fait que Saturne est devenu Saturne, c'est que chez lui, le désir de l'autonomie a triomphé de la peur de se passer, de l'enveloppement, de la chaleur, de la protection, du gîte et de la table, etc., etc., et du compte en banque que représentait Gaïa. C'est une manière de répondre à votre réflexion. Cela dit, l'autonomie a aussi ses propres richesses. Et donc, en fait, on quitte un trésor pour en trouver un autre. Ah, c'est bien ce que j'ai dit, que la castration saturnienne, le deuil saturnien n'est pas fait en pure perte. Ça permet de se tenir à l'enfant, de se tenir debout et de commencer à vivre une nouvelle aventure. Ça commence comme ça, hein, et commencer à découvrir le monde, à étendre son champ d'expérience. Hein. Bien sûr, l'autonomie est un trésor. L'autonomie saturnienne est un trésor indissociable de la liberté uranienne. L'idée de la liberté sans autonomie, en fait, c'est un leurre complet. Et y compris l'autonomie sans liberté, on ne voit pas bien comment ça peut marcher. Je pense que ça me paraît être une magnifique phrase de conclusion. Tout à fait. Avec tous nos remerciements. Ah oui, merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci de votre invitation aussi. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Très agréable. Eric. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. Bonsoir, Monsieur Bonsoir Bérou, à tous. merci. Bonsoir à tous. Au revoir.